Bonjour à tous, merci de nous rejoindre et bonjour à nos intervenants. On va tenter de répondre à une question dans le cadre de notre table ronde. Comment impliquer les citoyens dans la prévention et la promotion de leur santé? Donc merci à Thomas Serval, CEO de Barracuda, à Stéphanie Ruiz, directrice prévention chez Doctolib, et à Antoine Malone, responsable pôle prospective Europe et internationale à la Fédération hospitalière de France. Alors les chiffres parlent d'eux-mêmes. La France est parmi les derniers pays à s'engager dans la prévention, avec 2,2% de dépenses de santé consacrées à la prévention. L'augmentation des cancers, du diabète, maladies cardiovasculaires montre que les campagnes de prévention manquent leur cible, notamment auprès des patients les plus à risque. Et par ailleurs, la France est en retard en ce qui concerne le taux d'adhésion pour le dépistage des cancers. Donc, cancer du sein, le taux d'adhésion est de 53% versus 80% chez d'autres pays européens comme le Danemark, la Finlande et la Slovénie. Pour le cancer colorectal, le taux d'adhésion est de 30%, loin derrière les 50% du Royaume-Uni. On voit bien qu'il y a un manque de ciblage de la population et un manque d'engagement de la part des citoyens. Et donc, on va tenter de répondre à une première question. Comment organiser le passage à l'action de la population vers la prévention? Avec toi, Antoine, quels sont les marqueurs populationnels, sociologiques, pour passer à l'action? Merci, merci Chara, bonjour à tous. Je pense que la première question, c'est pourquoi c'est vraiment important. Et je pense qu'il est important pour nous tous, d'abord, de réaliser à quel point la bascule qu'on est en train de vivre vers les pathologies chroniques et le vieillissement de la population, c'est quelque chose qui est massif. Quand on regarde, par exemple, les chiffres sur l'insuffisance cardiaque, on a 10 millions de Français qui sont en risque d'insuffisance cardiaque, 18 millions de Français qui sont en risque de diabète, et ça génère derrière des coûts et des mauvais résultats de santé énormes. Les coûts d'hospitalisation de patients atteints de diabète l'année dernière, on était autour de 15 milliards d'euros pour des mauvais résultats de santé. Et on voit que ce sont ces pathologies chroniques et aussi le fait de vieillir en santé, ce sont des choses où on peut agir en prévention. On peut agir sur les comportements, on peut agir sur les personnes à risque. Mais ça veut dire d'abord savoir qui sont ces personnes à risque, comment on les trouve, comment on s'organise, et derrière, comment on fait pour modifier leur comportement et les faire travailler dans le bon sens. C'est un peu ce qu'on mène dans ce programme de responsabilité populationnelle où on va réunir, dans un territoire donné, tous les acteurs de santé qui participent au maintien en santé d'une population, dont les patients et même les citoyens, pour se dire ensemble, mais dans le fond, qui sont nos gens, nos habitants, nos concitoyens à risque de développer la pathologie, comment on va les chercher, et c'est quelque chose où on est capable de personnaliser des messages et vraiment d'adapter une stratégie de prévention à la population, aux habitants, au territoire, aux habitudes de vie. Puisque, comme tu l'as dit, on sait bien que les grandes campagnes nationales où on envoie un flyer standardisé à 65 millions de Français, ça a très, très peu d'impact. Très peu d'impact. Pourquoi? Parce que, dépendant des conditions de vie d'une personne, d'où ils habitent, de leurs habitudes de vie, de leurs amis, eh bien, ils vont avoir des raisons de ne pas adopter des comportements favorables à la santé. Les gens ne sont pas idiots. S'ils agissent d'une certaine façon, c'est qu'ils ont des raisons. Et ces raisons, il faut les comprendre, il faut en discuter et il faut s'adapter aux façons de vivre des habitants. Et pas à l'inverse de dire, ben écoutez, pour prévenir le diabète, vous allez arrêter de voir vos amis, vous allez arrêter de manger, vous allez arrêter de... On voit bien que c'est pas comme ça que ça marche. Et donc, il faut impliquer les gens directement dans la construction des stratégies de prévention et des stratégies de santé. Et ça donne des très bons résultats. Dans ces territoires où on déploie le modèle, on a aujourd'hui énormément de citoyens qui sont des bénévoles, qui portent des messages de santé, qui sont formés à ces approches, qui nous ramènent des gens qui étaient très éloignés du système de santé pour plein de raisons. Et donc, les gens aujourd'hui sont prêts à s'investir. Donc, je pense que se priver aussi de ce ressort et de cette force qui existe ici, ben, c'est peut-être une des raisons aussi pourquoi on n'est pas très, très bon en France. Donc, plus d'inclusion, pas d'exigence d'obéissance, plus d'information. Stéphanie, en fait, comment Doctolib aide à réverser ces chiffres et quelle est la position de Doctolib dans la prévention? Alors, on commence à aider. Je pense que c'est un effort collectif. Déjà, comme vous disiez sur les chiffres, on est assez en retard sur la prévention, surtout primaire et secondaire en réalité, puisque sur le côté curatif, on est plutôt bon en France quand on compare aux pays européens. C'est bien aussi de se dire quand on fait les choses bien. Et donc en prévention primaire, que ce soit sur les facteurs de risque,
Par exemple, sur le tabac ou l'alcool, on est encore très en retard, que ce soit sur la vaccination, mais aussi en prévention secondaire. Tu donnais des chiffres sur les dépistages du cancer colorectal, par exemple, autour de 30-35%, donc on est encore assez loin. Et donc nous, on a fait beaucoup d'études auprès des professionnels de santé et des patients pour comprendre les raisons. Auprès des professionnels de santé, ce qu'on voit, c'est qu'il manque de temps pour faire de la prévention pendant la consultation, qui est en fait un épisode de soins, on est déjà dans le curatif, et aussi en dehors de la consultation. Et il manque d'outils en fait pour le faire eux-mêmes auprès de leur patientèle. Alors parfois la CNAM va leur envoyer un listing de gens appelés pour se faire vacciner, mais en réalité ils n'ont pas le temps de le faire et puis on ne va pas appeler les patients un par un. C'est très rare que ce soit fait. Donc ça c'est du côté des professionnels de santé. Du côté des patients, on voit que l'enjeu principal est sur l'information. Donc les gens savent ce que c'est la prévention, hein. On a beaucoup d'études qui montrent que 90% des patients pensent que la prévention c'est important, voire primordial. En revanche, il n'y en a que 1 sur 10 qui pensent être bien informés. Et il y en a 65% qui pensent que les campagnes publiques ne sont pas assez efficaces. Donc en fait, on voit qu'il y a un vrai enjeu de passer l'information au bon endroit et faire agir les citoyens dessus. Donc nous, en fait, notre parti pris chez Doctolib par rapport à ce que nous, on fait nos métiers, c'est du côté des professionnels de santé, leur fournir dans les outils logiciels, parce qu'en fait, nous, on fait des logiciels pour les professionnels de santé, mettre des briques de prévention pour qu'au quotidien, ils puissent faire de la prévention, des pop-up qui fassent des rappels pour poser des questions. Pour mon patient est fumeur, je vais lui poser des questions là-dessus. Donc pendant la consultation, mais aussi en dehors. Parce que là, du coup, on sort justement du moment de l'épisode de soins pour pouvoir envoyer des rappels en masse à ces patients à travers l'outil. Donc nous, notre position, c'est vraiment donner les moyens et les outils aux professionnels de santé pour leur faire gagner du temps et que concrètement, dans des petites actions au quotidien, ils aient le temps de faire de la prévention. Et du côté des patients, ce qu'on fait, c'est on va utiliser vraiment nos assets. Nous, aujourd'hui, on a la capacité de communiquer en masse auprès des patients pour leur relayer de l'information en contexte, puisque sur Doctolib, on est dans un environnement de santé. Donc on est là pour prendre soin de sa santé. On n'est pas en train de voir un message de prévention entre une pub entre 2 matchs de rugby. Et la capacité de passer à l'action, puisqu'en fait, sur de la vaccination, par exemple, ou sur du dépistage, on peut cliquer, prendre le rendez-vous de vaccination, un rendez-vous de mammographie, voire même cliquer et aller commander son kit de dépistage pour le cancer colorectal, pour reprendre le même exemple. Donc nous, on veut vraiment avoir de l'impact concret au quotidien auprès des patients et des professionnels de santé pour leur permettre en fait d'agir petit à petit sur des gestes de prévention concrets. Donc vous avez une base de 50 millions de patients. Et donc du coup là, vous, par exemple, cancer du sein, vous allez cibler la population féminine de plus de 50 ans ou pour le HPV, telle catégorie. C'est ça en fait, c'est du digital, en fait, oui. En fait, marketing digital. Tout à fait. En fait, aujourd'hui, disons qu'aujourd'hui, Doctolib, donc on a 50 millions de Français qui ont un compte sur Doctolib. On est le premier site en santé. Il y a 120 millions de visites par mois sur Doctolib. Donc, on a beaucoup de masse. Mais on est quand même capable de cibler pour que des messages soient vus sur la plateforme uniquement par certaines populations avec des critères démographiques. Donc, par exemple, pour HPV, on a fait une campagne la semaine dernière avec l'INCa pour les parents d'adolescents. Donc, il n'y a qu'eux qui voyaient le message sur la vaccination HPV. Est-ce que c'est sûr? Parce que le taux de vaccination HPV était plutôt autour de 15%, donc il y a un peu de chemin à faire. Donc, de l'information déjà pour rassurer, et puis la possibilité de prendre le rendez-vous. Donc, on est vraiment dans cette logique de masse, mais en même temps ciblée pour pouvoir avoir de l'impact auprès des patients. Alors Thomas, c'est pour toi maintenant. Et quel est le type de citoyen engagé dans la prévention au vu des outils en fait déjà que fait Barracuda et comment en fait est-ce que vous faites du profiling de population au vu de vos outils et du big data? Alors Barracuda, peut-être parce qu'on nous connaît très mal, Barracuda c'est une société qui développe des technologies qui prennent les objets du quotidien et qui rajoutent de la connectivité et puis après de l'intelligence artificielle pour avoir un impact sur leur comportement. Et donc, quelque part, l'exemple pour lequel on est le plus connu, c'est qu'on a effectivement inventé une brosse à dents qui permet d'augmenter l'observance du brossage de dents pour les enfants de 20% avant qu'on s'en occupe à peu près 60-70%. Et on est capable de mesurer cet impact au-delà de juste l'observance sur la qualité du brossage,
puisque grâce à l'intelligence artificielle, on a monté un système qui permet de montrer qu'en fait, il couvrait à peu près 30-40% de la bouche, et maintenant on est en moyenne à 40%. Et pourquoi ces outils sont utiles? Parce que notamment sur les populations d'enfants, si, quelles que soient les raisons qui vous motivent à le faire, vous continuez à le faire pendant 6 mois, et c'est vrai qu'il y a toute une dimension éducation, on parle de génération, mais en fait, le premier chantier, c'est bien l'éducation, l'éducation des enfants, hein, à l'hygiène. Et bien, si au bout de 6 mois, vous suivez les indications du jeu vidéo ou des initiatives, vous enlevez l'incitation et l'habitude est acquise. Donc en fait, qu'est-ce que fait Barracoda? On a créé une plateforme pour créer des bonnes habitudes, pas seulement pour le brossage de dents, le lavage des mains, le suivi de son poids, l'application d'une crème. Et ça va de la prévention primaire, c'est-à-dire vraiment prendre des bonnes habitudes d'hygiène qui en fait ne sont pas des habitudes médicales. Se laver les mains, est-ce que c'est médical, est-ce que c'est pas médical? Ça devrait l'être, puisqu'en fait que ça a un énorme impact sur la santé générale, on l'a vu pendant le Covid, mais on ne le considère pas comme ça. Et pourtant, c'est le truc, on l'a vu pendant le Covid, c'est le lavage de mains régulier, c'est le truc qui a le plus d'impact, que tout le monde peut faire, qui a 0 coût, enfin, sauf sur le savon qui est quand même nécessaire, sur la santé. Et donc, on a la prévention primaire, on a d'autres éléments, on a des miroirs intelligents qui vous permettent de vous suivre au cours du temps et donc voir l'évolution. Donc, on a ce qu'on appelle des données longitudinales, des données temporelles. Parce qu'en fait, finalement, la plupart des maladies n'arrivent pas comme ça par un accident, elles arrivent par une longue évolution. Et cette évolution, on a démontré qu'il y a des biais cognitifs. Par exemple, si on vous demande combien de temps vous brossez les dents, vous allez répondre 1 minute 30. En fait, c'est 30 à 45 secondes. Et vous êtes de bonne foi, vous n'êtes pas en train de mentir, mais votre cerveau qui mesure et qui compte en même temps, et qui répond à une question sociale, il ne va pas répondre la vérité. Et en fait, on voit bien que dans les formulaires et on va dire la prévention traditionnelle, beaucoup est du déclaratif. Donc il y a un biais systémique qui est quand on vous demande ce que vous faites, vous répondez pas nécessairement ce que vous faites objectivement parce que vous en êtes incapable, vous répondez soit ce qui vous semblerait à peu près ce que vous pensez, soit ce que la société attend. Et donc là, on a notre outil. Et donc dans cet outil, il fonctionne aussi pour la prévention tertiaire, c'est-à-dire que une fois que vous avez été diagnostiqué, alors je vais un tout petit peu en regard de ce qui a été dit, 40% des gens ne prennent pas leur posologie normalement. Donc c'est un impact, pour les maladies cardiovasculaires, c'est un impact énorme. Enfin, grosso modo, et quand on réfléchit pourquoi les gens ne le font pas, ils ne le font pas parce que d'abord c'est embêtant, ou ensuite c'est compliqué. Il y a plein mal de maladies dégénératives qui ont des méthodes... c'est un peu comme pour les enfants, si le sirop était amer, heureusement il est à la fraise, ils aiment bien le sirop, donc ils le prennent. Et ben en fait pour les adultes, on a énormément de dispositifs et de posologies qui sont désagréables. Et donc en fait cette désagréabilité, les gens abandonnent. Et ils abandonnent souvent. 40% des gens abandonnent. Et quand on leur demande pourquoi ils abandonnent alors qu'ils vont mourir pour certaines maladies, c'est des maladies où la mort est à la fin, ils vous expliquent qu'en fait, ils ne veulent pas se sentir malades. Et donc, quelque part, comment on fait pour répondre à la question maintenant qu'on a expliqué ce qu'on fait? On a la chance d'être dans 2 millions de salles de bain. Donc, on a décidé de transformer la salle de bain en lieu de soins, en tout cas de développer les technologies pour le permettre, avec les conditions de respect de la vie privée, de sécurité qui sont nécessaires, puisque personne n'a envie que vos données circulent au-delà des choses. Et soit il y a un consentement, les gens partagent leurs données individuelles, soit on les traite d'une manière agrégée. Et on a effectivement un certain nombre de profils psychologiques. On en reconnaît 3 ou 4 qui sont assez intéressants pour les adultes. Les enfants, c'est beaucoup plus facile, paradoxalement. C'est pour ça que faire de la prévention sur les enfants, c'est quand même le sweet spot pour la société. Parce que plus vous avez dans vos habitudes, plus c'est difficile d'en changer. Mais en fait, on a les gens qui ont besoin qu'on leur explique. Donc, quelque part, pourquoi on fait les choses. Et donc, quelque part, cette explication, c'est... voilà, les scientifiques ont démontré que si vous fumez trop, c'est 7 minutes de vie par an. Enfin, une explication scientifique. Ça, c'est à peu près un tiers de la population, ceux qui veulent qu'on les explique. Il y a une autre partie de la population qui est... Les gens veulent qu'on leur dise quoi faire. Et donc, ils cherchent de l'autorité. Alors, l'autorité naturelle, c'est celle du médecin. Le médecin vous dit quelque chose, vous le faites. Vous le voyez à la télé, vous le faites pas trop. Parce que quelque part, vous avez appris à pas croire aux pubs. Par définition... Non mais c'est vrai, c'est complètement. On vous éduque à ne pas croire aux pubs. Donc pourquoi utiliser une publicité à la télé pour vous dire quelque chose de vrai alors qu'on vous a appris dans tout le reste de la séquence pub de ne pas y croire. Mais ça montre quand même le biais qu'on a aujourd'hui dans la manière de communiquer. Donc l'autorité sans expliquer, genre le président a dit que, on obéit, et ça marche pour une autre partie de la population. Et puis une troisième partie de la population qui a une population qui a besoin juste qu'on leur dise qu'on l'aime, qu'elle est formidable, qu'on lui fait confiance. Et donc ça, c'est en fait le truc le plus efficace. On appelle ça Little Victories. On a fait passer l'observance sur le brossage de dents de 25 à 75% en disant tous les jours que les gens étaient formidables. Et parfois, il faut une toute petite chose, mais ce petite chose en plus qui leur fait se sentir bien, ça fait qu'ils deviennent acteurs de leur prévention, mais sans avoir ça comme une sorte de sanction, sans avoir ça comme une sorte de...
Voilà. Alors, ça m'amène à une segmentation qui est les enfants où on est plutôt dans ce qui est obéiste, on va dire, plus ou moins, où on leur dit qu'ils sont formidables. Et après, on a une population un peu plus difficile à atteindre, qui est quand même celle qui est la plus impactée par la prévention, qui sont les personnes plus âgées, sur lesquelles c'est assez difficile de trouver encore aujourd'hui les bons vecteurs. Et nous, on le fait au travers des interfaces. C'est-à-dire, quelque part, comment on fait quelque chose où, en fait, leur intervention, les actions positives, vous le voyez en marketing, chaque fois que vous cliquez, vous perdez 80% des gens. Comment on fait des systèmes d'interface qui vont éviter de vous mettre dans un stade de stress, on vous pose une question, ça fait très très peur. On vous demande de cliquer, oh, qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc en fait, on essaie de faire des choses et des objets qui récupèrent de l'information, qui utilisent cette information d'une façon passive. Par exemple, on peut suivre le poids grâce à un produit qui s'appelle B-Balance sans que vous vous rendiez compte à chaque fois que vous passez dessus. Et on vous donne de l'information. Et après, la question, c'est quel est le canal le mieux? Est-ce qu'on informe les enfants? Est-ce qu'on informe le médecin traitant? Est-ce qu'on vous informe vous? Et ça, on trouve la stratégie qui va bien par rapport au degré de dépendance ou de chronicité ou de risque de la maladie. Merci à vous trois pour cette première partie. Sur la deuxième partie, l'idée c'est de pouvoir identifier les leviers sur le long terme. Comment en fait, comment on passe à l'échelle une fois qu'on a identifié tous ces points. Je t'en prie. Je pense que le levier le plus important, et c'est ce qu'on voit nous, donc vous avez compris, on teste ce modèle de responsabilité populationnelle maintenant dans 5 régions, au début maintenant 7. Donc plusieurs centaines de professionnels de santé qui travaillent là-dedans. Le plus important de levier à long terme, c'est la satisfaction du travail bien fait. Et on a des professionnels dans ce système qui sont contents et disent « Enfin, on travaille dans le bon sens. On travaille pour garder les gens en santé. Pas juste attraper des gens qui arrivent aux urgences dans un état catastrophique. On a amputé 12 000 personnes diabétiques en 2019. Hein? Donc, à l'hôpital, on va faire l'acte technique très bien. Est-ce que les gens sont satisfaits de le faire? La réponse est non. Ils se disent tous, mon Dieu, si on avait pu attraper ce monsieur quelques mois plus tôt, quelques semaines plus tôt, on aurait pu mieux faire. Donc, c'est la satisfaction au travail qu'on retrouve partout, dans tous les territoires pilotes, en disant, enfin, on fait la bonne chose. On travaille et on voit aussi le plaisir qu'on a à travailler avec les patients, avec les citoyens. Ça, c'est un système qui est soutenable. C'est-à-dire, si chaque jour, on est obligé d'imposer quelque chose aux gens en disant, ah non, pas encore le travail, qu'est-ce que je vais faire? C'est pénible. On le soit, le système n'est pas soutenable. La deuxième chose, c'est on a montré que les professionnels de santé en France aujourd'hui, les patients sont prêts à entrer dans ce nouveau système, en fait, qui vise le maintien en santé. Pas juste soigner les gens, mais garder les gens en santé. Les gens sont prêts à le faire. Alors, ce qui manque aujourd'hui, c'est j'ai envie de dire, de prendre acte de cette bascule. On voit tous les pays autour de nous. Tu l'as dit, le Danemark, mais la Belgique aussi, l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie. Aujourd'hui, ils disent, mais l'objectif de notre système de santé, le premier objectif, c'est de garder les gens en santé. Et on demande aux professionnels et aux acteurs de santé de s'organiser pour faire. Et ça, je pense que simplement ce déclic qui doit être donné par les pouvoirs publics est important. On ne manque pas. Là, on a 2 beaux exemples. On a plein d'innovateurs, plein de belles choses qui peuvent être utilisées tout de suite. On a des très bons professionnels qui sont capables de travailler tout de suite. Maintenant, il faut dire, mais go, quoi. On y va. On lance, on lance ce mouvement. Et derrière, ça va suivre. On a tout ce qu'il faut pour le faire. Stéphanie, tu veux rajouter quelque chose? Alors, il y a 2 choses. La première, c'est... si on prend un peu de hauteur par rapport à ce que tu disais, tu parlais des pouvoirs publics. Aujourd'hui, en France, la prévention est beaucoup faite par les pouvoirs publics. On voit la limite de l'exercice, aussi bien en termes d'efficacité, mais aussi en termes de coordination sur l'ensemble du parcours. Et c'est vrai qu'il y a plein d'industries, en grande conso, etc., où on regarde vraiment le parcours du consommateur pour que ce soit le plus fluide possible. Et c'est vrai que nous, on est en train de regarder le parcours patient. Comment faire en sorte que le patient, qui a l'information, qu'elle vienne effectivement de son médecin, qui a un tiers de confiance, comme tu disais, mais aussi d'autres canaux, jusqu'au passage à l'action. Et en fait, regarder ce parcours pour qu'il soit le plus fluide possible, comme on regarderait dans plein d'autres industries, en fait. Et pour faire ça, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une coordination ensuite pour le mettre en œuvre de tous les acteurs publics, et ensuite pour avoir de l'impact aussi des acteurs privés
en prévention. Aujourd'hui, la réalité, c'est que, comme je disais, c'est beaucoup des acteurs publics. Il n'y a pas vraiment de business model aussi beaucoup en prévention du fait de notre système de santé, de comment c'est financé aujourd'hui, notamment. Et donc déjà, on a une conviction très forte du fait que les acteurs privés ont aussi un rôle à jouer en prévention et qu'il faut qu'il y ait une coordination de tout l'écosystème pour avoir de l'impact. C'est pas un acteur tout seul ou les pouvoirs publics tout seuls qui vont réussir à avoir de l'impact et faire bouger ces chiffres où il y a quand même beaucoup de marge à aller chercher. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et comment nous, on essaie de se positionner là-dessus, c'est notre contribution en tout cas, c'est que nous, on a cette capacité d'un point de vue des patients de toucher en masse les patients. On est vraiment un média de masse digital. Donc il y a le volume. Il y a aussi la répétition, parce qu'il faut répéter les messages. Donc, c'est aussi comme ça qu'on ancre des habitudes, ce que tu disais aussi. Et 3, il faut quand même le cibler, parce qu'en fait, il faut quand même que le bon message, arrive au bon endroit, à la bonne personne. Il faut que ce soit très, très spot-on. Et c'est pour ça que nous, on essaie de cibler aussi avec les outils qu'on a et qu'on est en train d'essayer d'améliorer au fur et à mesure, même d'avoir des centres de préférence, que les patients puissent choisir les sujets qui les intéressent. Par exemple, s'ils sont malades chroniques, avoir des informations là-dessus. On peut aller assez loin, en fait, dans ce qu'on pourrait faire. On n'est qu'au début, pour vraiment donner de l'information hyper ciblée, mais en masse, puisqu'on a la capacité de toucher large, et dans ce contexte où on est au bon endroit pour parler de la santé. Donc sur Doctolib, on est dans un espace où on vient de prendre soin de sa santé. On n'est pas à la télé, justement, entre deux pubs. J'aimais bien ton exemple. Donc, en fait, ce ne sera pas que Doctolib, ce sera d'autres acteurs aussi et d'autres moyens. Mais en tout cas, nous, on est convaincus du fait que voilà, c'est l'écosystème qu'il faut embarquer. Et nous, en tout cas, à notre échelle, on essaie d'avoir cet impact à l'échelle et en même temps ciblé pour, fur et à mesure, commencer à faire bouger un peu ces KPI. C'est ça un peu l'objectif final en termes d'impact. Alors, je pense que cette table ronde, ou cette brochette, parce qu'en fait c'est une brochette, la meilleure manière de répondre aux enjeux de scale, c'est de faire en sorte que toutes les personnes du financement avec des fonds qui ont une ambition de long terme, parce qu'un des points qui est important, c'est on veut scaler, mais on veut un business model. Et donc, le problème de la prévention, c'est un business model du temps long. Et c'est pour ça que l'État en prend la responsabilité, parce que c'est très difficile pour des entreprises privées si elles ne trouvent pas de mécanisme de financement. Et comme on voit qu'il y a un biais cognitif qui est que les gens ne veulent pas qu'on leur dise qu'ils vont mourir bientôt, donc ils ne vont pas payer pour qu'on leur rappelle qu'ils pourraient mourir plus tôt. Donc quelque part, c'est quelque chose de très dur à vendre à quelqu'un, d'investir dans sa prévention. On n'a cognitivement pas envie de se rappeler qu'on est malade. Et donc quelque part, ou qu'on a un risque de maladie. Donc quelque part, c'est vrai qu'on a besoin de réconcilier les éléments psychologiques du temps long, les éléments financiers du temps long, le bénéfice de faire, par exemple, vacciner toute une population, on le voit, par exemple le HPV, on le voit à l'échelle de 10 ans. On ne le voit pas immédiatement. Et donc cette logique de penser le temps long et de faire des financements qui vont observer les choses du temps long. Et après, pour y arriver, il faut une fondation. Et la fondation, grâce aux apparences de la technologie, parce que ce n'était pas possible il y a 10 ans ou il y a 20 ans, c'est qu'aujourd'hui, on est truffé d'objets de mesure. Entre vos iPhones, les trucs intelligents, les plateformes à la Doctolib. Donc la donnée est disponible. Donc quelque part, il faut que toute cette donnée, elle puisse être exploitée dans des cadres éthiques qui correspondent aux intérêts publics. Donc pas n'importe comment, mais elle peut être exploitée au service de démontrer scientifiquement des choses. Parce que la personne qui a la plus d'autorité pour que ça marche, c'est quand même le professionnel de santé. Et lui, c'est un scientifique. Donc si on ne lui donne pas de preuves, il ne fera pas. Et on le voit bien, la résistance, c'est votre truc, c'est du bien-être, mais c'est pas sérieux. Et en fait, il y a un gap, une profusion de startups qui sont dans le bien-être. Nous, on a découvert ça parce qu'on venait de ce monde-là. Pour arriver à la santé, il y a une sorte de frontière invisible. Mais la frontière invisible, c'est la donnée et la preuve que cette donnée peut démontrer un impact. Et ça, il faut du temps. Et donc, en fait, comment on achète ce temps ? Il faut des plateformes. Il faut des plateformes uniformes. Il faut la taille critique. Ce qu'on observe, c'est qu'objectivement, on fait du saupoudrage en prévention. On a une petite start-up qui développe un formidable contenu pour telle niche, etc. Nous, on pense qu'il faut que tout ça puisse parler un même langage. On a lancé un programme qui s'appelle BeConnect, qui permet l'interopérabilité de ces informations, sécurisé, donc avec une supervision publique ou parapublique, ou en tout cas que tout le monde se sente à l'aise, parce qu'on ne fera rien, on ne partagera aucune donnée s'il y a le quelconque doute sur la manière dont elle va être exploitée. Les Américains, ils savent... Et ils ont raison, que cette donnée va être directement dans leur coût de leur assurance. On ne peut pas se permettre de faire ça, c'est contraire à la loi.
Mais donc il faut des garde-fous importants, des plateformes, un travail en collaboration. Et puis, en fait, l'argent, il est déjà là. C'est ça qui est important. Si on regarde aujourd'hui la prévention, c'est que en 2019, c'était 2% des dépenses de santé. On l'a fait passer en 2022 à 4% parce qu'on a réintégré le coût des vaccins dedans. Donc en fait, on n'a rien fait, on a même un peu baissé parce que les vaccins ont tout bouffé. C'était hyper important. Mais ça veut dire que sur les actions positives, de créer cette infrastructure, de lancer les programmes, on n'a pas vraiment encore fait l'effort. Il y a le fonds que tu es en train de créer, de proposer, qui va essayer d'identifier les meilleurs acteurs pour y arriver. Il va falloir qu'il y ait la consolidation. Il faut que tout le monde paye. Le citoyen, qui n'a pas pris l'habitude de payer, mais post-Covid, on a fait des études qui montrent qu'en fait, on est prêt à payer à peu près l'équivalent de Netflix par mois pour améliorer sa santé, c'est-à-dire 10 € par mois. C'était 0 en 2019. C'est juste pour donner que le citoyen français, maintenant, il est prêt à payer un petit peu pour l'amélioration de sa santé. D'ailleurs, un peu la Netflix. On ne veut pas voir un film, on veut un portefeuille de suivi de santé. C'est ça qui finalement est la chose que les gens veulent. Deuxièmement, il faut que les entreprises payent. Elles ont maintenant une problématique qui est qu'on leur a dit qu'ils garderaient leurs employés 3 à 4 ans de plus. Donc, quelque part, un employé en mauvaise santé, c'est un problème immédiat pour la productivité des entreprises et leur business model. Et les entreprises aujourd'hui payent des assureurs qui font un peu de prévention, mais largement pas assez. Et de toutes les manières, se dire que c'est l'assureur qui va faire la prévention, c'est probablement pas être assez proactif dans cette chose-là. Il faut que les payeurs de long terme payent, l'État et les assurances de prévoyance, tout ça qui collecte de l'argent, et il faut flécher mieux l'argent. Et je pense que ces débats nous ouvrent l'occasion de faire penser aux citoyens que vous êtes qu'il faut influer les politiques pour qu'ils continuent à mieux flécher l'argent vers le long terme et vers le meilleur investissement qui soit. Parce que, in fine, et on le voit dans les pays émergents, quand vous n'avez pas de médecins ou que vous n'avez plus assez de médecins, l'investissement dans la prévention, c'est le meilleur investissement qui soit. Et je donne souvent l'exemple, en fait, les Romains se lavaient à peu près autant les mains que nous. Et parce qu'en en fait, il n'y avait pas de médicaments. Le jour où vous attrapiez une maladie, vous étiez mort. Et donc, quelque part, c'est assez basique de se dire, on l'a vu avec le Covid, finalement, la médecine ne résout pas tout, ne résout pas autant qu'on le voudrait. Et donc, si on n'agit pas nous-mêmes sur nos comportements et qu'on ne trouve pas cet équilibre économique en disant, finalement, se laver les mains, se brosser les dents, tous ces trucs-là, c'est important et il faut le faire bien. Et sinon, ça aura un coût pour nous. Et moi, mon problème, c'est qu'aux États-Unis, une carie, c'est 500 $. En France, c'est 37 € remboursés pour la Sécu. Et effectivement, devinez quel est le pays qui a les dents en meilleur... voilà. Merci. Il reste... Oui, tu peux rajouter quelque chose. Oui, peut-être 2 mots, effectivement, disons, sur le modèle économique et la pertinence de tout ça. On dit, on veut un modèle qui maintient en santé. Et donc, en vérité, c'est quoi le coût de ça? Et ça veut dire qu'il faut savoir, mais quels sont les besoins en santé et quel est le coût de la mauvaise santé? Et c'est un peu le travail et ce qui permet derrière de dire aussi l'importance de tout ce qu'on peut faire pour garder les gens dans le meilleur état de santé possible. Et ça, c'est le travail qu'on a fait dans le modèle, c'est-à-dire la capacité à construire cette stratification des besoins de la population. Donc, on prend, disons, les gens atteints ou à risque d'insuffisance cardiaque. On utilise les bases nationales de données de santé et on va regarder, en fonction d'un niveau de gravité, quel est un niveau de demande à l'égard du système de soins. Et ce qu'on voit, c'est que, disons, une personne en début d'insuffisance cardiaque va demander à peu près, c'est déjà énorme par rapport au français moyen, à peu près 18 000 € d'hospitalisation à tous les 5 ans. Donc, allez, 3 000 € par année, 4 000. Si on passe en strate 2, on double le coût. On est à 40 000 € d'hospitalisation aux U18. Si on passe en strate 3, on est à 63 000 pour chaque personne. Et donc, ce que ça dit aussi, c'est le coût de la mauvaise santé. C'est-à-dire, si on avait réussi collectivement à éviter que l'état de santé de cette personne se dégrade, donc à la garder en bonne santé, eh bien, déjà, elle sera en bonne santé, ce qui est quand même ce qu'on veut, mais on économise aussi à la société, à l'assurance sociale, 23 000 € d'hospitalisation tous les 5 ans. Et le modèle économique, si on veut, de la prévention, en vérité, il est là. Et c'est un peu cette bascule, je pense, qu'il faut faire. Et c'est ce qu'on voit très souvent à l'étranger, c'est-à-dire qu'une entreprise comme la vôtre qui a une innovation peut aller voir les offreurs de santé, les hôpitaux, en disant, moi, mon produit permet d'éviter tant de réhospitalisation, permet de diminuer la durée de séjour, permet de diminuer ceci, cela. Et ça a un coût, ça. Et c'est le coût qu'on est prêt à payer pour garder les gens en santé. Et ça, clairement, cette bascule en disant il faut être quand même beaucoup plus intelligent sur la façon dont on réfléchit d'abord aux besoins de santé et après ce que ça implique, ça, c'est le modèle économique, il est là, en fait. Non, je rebondissais juste, je faisais le lien, en fait.
bien sûr, c'est ça qu'il faut faire. Et in fine, on se dit que ce qu'on fait, il faut qu'on mesure l'impact. Effectivement, une des façons de mesurer l'impact, c'est soit le KPI, de dire, effectivement, on a réussi à faire passer le dépistage du cancer colorectal de 30 à 40%. C'est aussi le coût évité, finalement, pour la sécurité sociale. Sauf que ça prend du temps. Ça ne se fait pas en 3 mois, ça ne se fait pas en 1 an, ça ne se fait pas en 2 ans. Et donc, en attendant, c'est sur un temps long, c'est ce que disait Thomas, et donc, en attendant, il faut quand même qu'il y ait des moyens de financement pour lancer ces innovations et se mettre en route avec cet objectif. Et c'est vrai qu'en santé, c'est pas je vais mesurer, je vais voir tout de suite, et du coup, c'est comme ça que je vais justifier. Il y a quand même une phase d'amorçage pour flécher, pour avoir d'innovation, et donc je rejoins quand même ce que disait Thomas à ma droite. Voilà. Merci à vous, c'est passionnant, je crois qu'on a terminé. Donc merci à vous 3, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. Merci. En fait, on devrait faire